Bienvenue dans Détour d'été, un podcast en 5 épisodes de Peuple et Culture, soutenu dans le cadre de l'été culturel 2023 par le ministère de la Culture. Cet été, des artistes, parfois complices depuis longtemps, nous ont rejoints pour proposer des stages, des ateliers, balades comptées et autres joyeuseries qui intègrent pleinement nos partenaires du champ social et solitaire. Au fil de l'été, nous avons fait des tours et des détours sur le territoire pour rencontrer ces artistes, les interroger sur leur démarche artistique, leur vision des droits culturels, leur engagement personnel. Autant de visions singulières qui incitent à penser la culture au pluriel. Pour ce nouvel épisode, nous rencontrons Esther, de son nom d'artiste Ster. Esther est une jeune autrice de bande dessinée montpelliéraine. Elle propose dans le cadre de l'été culturel à IPEC, membre de Peuple et Culture, un atelier intergénérationnel mêlant théorie et pratique de la bande dessinée. Nous la rencontrons au cœur du quartier de la Paillade à Montpellier, au sortir d'une séance animée. Bonjour Esther. Bonjour. Comment ça va? Ouais, ça va et toi? Est-ce que tu peux te présenter, un peu dire où tu habites? Oui, je m'appelle Esther et mon prénom mon nom d'auteur-d'autrice c'est Esther et j'habite à Montpellier. Ok, très bien. Et est-ce que tu peux te présenter un petit peu ce que tu fais en tant qu'artiste? Oui, alors je fais des bandes dessinées. Donc j'ai fait ma première bande dessinée qui s'appelle Entremêlés. J'ai fait les dessins et l'écriture du scénario. Et à côté, je fais des ateliers avec des personnes âgées, avec des jeunes, avec des étudiants aussi, sur la bande dessinée et sur les sujets politiques dans la bande dessinée. Et qu'est-ce que tu fais là à l'occasion plus précisément de l'été culturel avec IPEC? Alors avec IPEC, on s'occupe d'un groupe de personnes âgées du Club de l'Âge d'Or. Tous les matins, on recueille aussi les jeunes de IPEC pour les intégrer, faire un peu une table avec différentes générations. Avec le Club de l'Âge d'Or, on fait une bande dessinée collective où on raconte une fête des voisins avec différentes situations. Donc un enfant par exemple qui vient avec sa mère et il y a la maîtresse de l'école, mais il veut pas que sa mère et la maîtresse de l'école discutent ensemble parce qu'il a des mauvaises notes. Un couple qui se dispute, des voisins par exemple, un voisin qui a un chien qui aboie et l'autre voisin qui est dérangé. Enfin voilà, des situations. On fait aussi du coloriage, mais comment faire pour associer les couleurs ensemble, donc toutes les couleurs complémentaires, les couleurs opposées. Donc, on travaille vraiment sur de l'initiation, de la théorie des couleurs, la théorie aussi du découpage de plans, etc. Et pour la plupart, c'était la première fois vraiment qu'ils faisaient ce genre de choses? Oui, bah, beaucoup en fait n'avaient jamais lu de bande dessinée. Ah ouais? Mais ce qui était quand même drôle, c'est qu'on m'a dit non, moi je n'ai jamais lu de bande dessinée. Et quand j'ai mis le diaporama, on m'a dit ah, mais c'est Garfield! Ouais, Donc ouais. c'était quand même un visuel qui était déjà connu, déjà vu. Beaucoup non, lisaient pas vraiment de bande dessinée et en fait pratiquaient déjà le dessin et ça a été un moyen de reconnecter avec le dessin en fait. Et toi, comment t'en es venue à la bande dessinée? Enfin, c'est quelque chose qui t'accompagne depuis longtemps ou... Oui, en fait, depuis toute petite, je lis des bandes dessinées, Ok. des mangas aussi, mais bon, surtout de la bande dessinée. J'ai toujours voulu en dessiner. Et ce projet-là, c'était surtout pour mon master. En fait, à l'origine, c'était un projet de master. Ok. Ouais. Et du coup, tu t'es dit, bah en fait, là, je me prends tellement d'un truc que je vais le publier. Oui, en fait, pour le master, c'est un master fiction à l'université de Nîmes. Ok. Et c'est un master qui apprend à écrire de la fiction, mais aussi à la produire, tout ce qu'il y a autour en fait de la fiction, à l'analyser. Et pour valider le master, il fallait faire soit une enquête de terrain, soit un projet de création, soit un sujet de mémoire. Et le sujet que je traitais, qui est l'altérité, m'intéressait trop. Et donc je voulais pas le traiter seulement d'une manière, donc j'ai fait un mémoire sur le métissage, un podcast pour comprendre un petit peu les mécanismes de discrimination, et la bande dessinée, pour illustrer en fait tout ça. Ok. Parce que je me disais c'est trop dommage que tout ça reste dans un mémoire ou dans un podcast. Je voulais qu'il y ait un autre format pour pouvoir condenser tout ça et puis le rendre accessible. Donc j'ai fait la bande dessinée en fait. Alors, pardon, il y a un truc qui m'a peut-être échappé. Tu faisais des études de quoi, du coup? C'était un master de fiction. Du coup, Ah oui. c'est des études culturelles en fait, Donc tout autour de la fiction. à la fois théorie et en même temps un peu de pratique C'est ça. d'écriture. Voilà, c'est ça, Ok, c'est des ateliers d'écriture, de bande dessinée justement, de romans, de plein de choses, de podcasts aussi. Et à côté de la théorie vraiment sur la fiction, sur la place des séries par exemple, tout ce qui est attrait en fait à l'écriture. Ok, trop intéressant. Trop bien comme master. Oui, bah ça donne envie. Et quel lien tu fais entre ta pratique un peu créative et la pratique
plutôt dans les ateliers de pratique artistique que tu fais? Les ateliers comme ça, moi, ça me nourrit beaucoup parce que, par exemple, un exercice qu'on fait souvent, c'est de projeter une image, une illustration, et de faire remplir des fiches de personnages. Et en fait, c'est marrant parce que, par exemple, sur le même personnage, on va avoir soit des choses complètement opposées, soit des choses en commun. Par exemple, ce matin, j'avais diffusé une image d'une fille avec un champignon sur la tête. Et ce qui est revenu dans les fiches personnages de presque tout le monde, c'est qu'elle avait la phobie des grenouilles. Et je me suis demandé comment ça se fait que cette même idée est circulée sur plusieurs fiches et quel lien il a pu être fait. En fait, et ça me permet aussi de comprendre du point de vue des lecteurs qu'est-ce qui est dit de manière implicite en fait. Et c'est intéressant pour mieux comprendre. Et puis aussi au niveau de la réception, par exemple, quand je joue avec les personnes âgées qui me disent qu'elles sont plus attirées par les visages très ronds, par des grands yeux, je me dis ah ok, donc je peux aussi mieux cerner les attentes ou être un peu de l'autre côté de la création. Et je trouve que ça enrichit en fait. Et du coup, quand tu fais ces ateliers-là, tu es aussi dans une forme de réciprocité où en fait chaque membre t'apporte autant que tu leur apportes. Ouais, complètement. Ouais. Oui, parce que c'est des ateliers qui sont très humains aussi en fait. Donc on commence à parler de bande dessinée, de coloriage, de couleurs, de structure de scénario, de narration, mais on finit toujours par parler des petits-enfants, des vacances à la plage. Donc en fait, humainement, c'est très très enrichissant. C'est très riche, ouais. Et comment tu accompagnes ces personnes présentes justement sur les ateliers à libérer leur potentiel créateur? C'est intéressant parce qu'en fait souvent, et pratiquement à chaque fois que je fais des ateliers, les personnes commencent en me disant non mais je sais pas faire, ou je sais pas dessiner, ou j'aimerais bien mais j'ai pas d'idée. Et en fait, si, tout le monde a des idées incroyables à chaque fois, et même au niveau du dessin, souvent les participants sont très durs avec eux-mêmes. Et j'essaye vraiment d'essayer de leur apprendre à être moins durs envers leur création, d'essayer de se lancer en fait et de terminer un projet, une case, une planche, même si c'est pas parfait. Parce que souvent ils s'autocensurent. Et quand on fait des ateliers d'écriture ou par exemple de fiches de personnages, systématiquement, à chaque fois que quelqu'un doit prendre la parole pour lire sa fiche, la personne commence par dire bon alors moi c'est pas terrible, et c'est un peu de l'autocensure. Donc j'essaie vraiment de les encourager à faire et à partager, et comment dire, d'instaurer un cadre bienveillant, de dire qu'on n'est pas ici pour faire de la compétition, on n'est pas ici pour décupler, devenir auteur en 3 jours, on est surtout ici pour prendre un bon moment et faire de la créativité. Et toi, tu le ressens aussi, cette autocensure oui. dans ta création? Bah, je pense que oui, et je pense que tous les artistes, en fait, et je pense que c'est normal de l'avoir, mais je pense qu'il faut apprendre à vivre avec. Et je pense que ce serait naïf de dire qu'il faut s'en débarrasser. C'est plus qu'on sait qu'on a tous, souvent tendance, surtout en tant que femme, à s'auto-censurer, ou se dire que c'est pas assez bien, ou à se dire qu'on est imposteur, mais faut apprendre en fait à vivre avec, et à se dire bon, je peux ressentir ça et ça peut m'aider à avoir une certaine retenue et à pas se dire ok, je suis la meuf la plus forte du monde, mais ça peut aider aussi à progresser. C'est plus une histoire de balance, d'équilibre. Et en dehors de tes ateliers de pratique, justement, on le disait, t'es autrice, illustratrice, et t'as écrit une BD qui s'appelle Entremêlés. On en parlera un peu plus après. Comment tu envisages, toi, la place du lecteur? Est-ce que tu penses qu'il est seulement lecteur, ou est-ce qu'il est un peu aussi acteur? Et est-ce que quand on lit ta BD, on est aussi quelque part un citoyen qui se questionne? Oui, complètement, en tout cas j'espère. Ouais. Déjà, je pense que sur tous les livres, en fait, le lecteur va être vraiment acteur, ne serait-ce que quand le lecteur imagine les personnages, imagine les lieux. En fait, il recrée la scène avec ses propres codes et ses propres images, donc en ça, je pense qu'il est déjà acteur. Et pour une BD comme Entremêlés, qui en fait questionne des sujets de société, ou peut parfois un peu étonner ou bousculer, je pense qu'on est d'autant plus acteur qu'on va être encore plus impliqué à se dire non, je suis pas d'accord avec ce personnage, il est trop radical, ou non, ce personnage il est pas du tout, il pense pas comme il faut. Sur des sujets de société comme ça, je pense que ça peut impliquer les lecteurs, les lectrices. Et d'autant plus que dans Entremêlés, c'est des questions du quotidien, donc ça va pas être des sujets politiques, comment dire, dans des endroits qui sont... Ouais, voilà. C'est très quotidien en fait, donc c'est, par exemple, il y a plein de moments où ils vont faire des courses, où ils attendent le métro, ou des choses comme ça, et en ça, je pense que ça implique aussi à se dire, mais oui, en fait, cette scène, si je l'ai pas vécue, j'ai été témoin de cette scène, donc je suis forcément impliquée. Et tu l'envisages comme une forme de
comment dire, comme une œuvre un peu pédagogique où tu cherches à transmettre des choses à travers cette BD. Ouais, alors en fait je voulais vraiment raconter une histoire tout en abordant des sujets et essayer de pousser les gens à peut-être mieux comprendre ce qu'ils comprennent pas toujours. En fait vraiment mon idée de base c'était parlons des sujets qui fâchent mais sans se fâcher. Ok. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a vraiment une histoire qui fait qu'on s'accroche aux personnages et des histoires d'amitié, d'amour, avec un fond politique qui peut amener à se questionner et à réfléchir. Et je pense que c'est une des techniques, en tout cas, de sensibiliser à des questions de discrimination et d'égalité. Tu as travaillé avec la maison d'édition Anna Kaona, qui à ses débuts mettait en avant des travaux littéraires faits par les minorités, que ce soit raciales ou socio-économiques, et qui aujourd'hui propose beaucoup plus d'ouvrages autour de la question du féminisme. Ta BD, par exemple, elle s'intéresse aux questions de féminisme et d'antiracisme, notamment. Est-ce que tu peux nous parler de ton travail avec cette maison d'édition ? Comment la rencontre s'est faite ? La rencontre, elle s'est faite à la suite d'une lecture de Solitude, qui était un livre publié chez eux. Et la lecture m'a beaucoup plu, c'était une histoire illustrée. Et j'ai vraiment apprécié, donc je leur ai envoyé un mail en leur disant mais ce livre est génial, merci d'avoir écrit quelque chose comme ça, je trouve ça génial. La personne m'a répondu en me disant qu'elle était très touchée parce que d'avoir des retours c'est assez rare en fait. Et je lui ai envoyé donc mon projet de mémoire, enfin de master en lui disant bon voilà, c'est juste pour avoir un avis politique vu qu'on a l'air d'avoir les mêmes préoccupations, les mêmes valeurs, qu'est-ce que tu en penses ? Et cette personne, en fait, était l'éditrice de cette maison. Et m'a expliqué que ce sujet la touchait beaucoup, qu'elle trouvait ça juste politiquement et que ça l'intéressait d'aller vers un processus d'édition. Et donc après, on a dû retravailler beaucoup de choses parce que le sujet de base, enfin la manière dont c'était traité pour le master était beaucoup moins professionnel que ça l'est maintenant. Okay. C'est-à-dire au niveau des couleurs, au niveau des dessins. Donc on a beaucoup retravaillé, on a fait du travail de réécriture de scénario, de dialogue aussi. Donc ça a été un travail intensif parce que ça a été fait en 3 semaines. Donc ça a été vraiment pas beaucoup, donc j'ai pas beaucoup dormi. Donc là, cette BD-là, elle était vraiment dessinée, etc. en 3 semaines ? Elle a été faite pendant 8 mois, pendant le temps du master. Ouais. Et après, elle a été faite en 3 semaines, donc de tout remettre aux dimensions, parce que moi j'avais fait un format Instagram en pensant que je le mettrais sur Instagram et que voilà, il y aurait 3 personnes qui le verraient. Et en fait, il a fallu tout redimensionner, changer certaines couleurs, changer... Donc ça a été fait en 3 semaines et ça a été 3 semaines où j'ai pas beaucoup dormi. Ouais. On se doute, carrément. On parle aussi beaucoup de la responsabilité des artistes et de leur importance dans la transformation sociale. Forcément, ça te parle puisque ta BD elle est assez engagée. Est-ce que c'est quelque chose que tu vis dans que tu vis dans ta pratique ? Et est-ce que l'art, pour toi, il doit toujours être passeur de messages ? Est-ce qu'il l'est en fait naturellement ? Je sais pas s'il doit l'être, mais je pense qu'il l'est quand même. Je pense par exemple à l'illustratrice Fifal, F-E-E-F-A-L, qui est une illustratrice. Elle fait beaucoup de dessins qui circulent beaucoup sur internet. Et quand elle parle de sa pratique, elle dit qu'elle veut pas faire des choses politiques ou engagées, elle veut surtout faire des choses belles en fait. Elle en parle dans son livre, je sais plus son book design je crois que ça s'appelle, ou son book art. Et elle raconte qu'en fait à la base elle veut surtout faire des dessins qui soient beaux. Et je pense que même si l'intention n'y est pas d'être politisée, la personne d'où elle vient et comment elle a été construite, comment elle a été structurée, fait que ça parle quand même à travers elle. Donc je pense que même si un sujet ne se veut pas politisé ou une œuvre d'art ne se veut pas politisée, elle dénote quand même d'où on vient, de comment on toujours située. Je pense, ouais. Et après, moi je préfère les œuvres qui sont quand même avec une conscience politique forte. Et je sais pas si toutes les œuvres d'art devraient l'être. Je pense que c'est bien aussi d'avoir des œuvres qui soient du pur divertissement parce que l'engagement politique c'est aussi très fatigant. Et je pense que c'est important aussi d'avoir le droit au repos dans le militantisme. Voilà, donc je sais pas si toutes les œuvres devraient l'être. En tout cas, moi ça m'intéresse de faire des œuvres qui portent des messages. Et justement, entremêler, le but c'était d'apporter un message politique, mais avec beaucoup aussi de douceur, de bienveillance et de divertissement. Donc pas faire que du politique, mais faire aussi du divertissement. Et entremêler justement le divertissement et le politique. D'où le titre en fait. Enfin pour d'autres raisons, mais d'où le titre en particulier.
Et t'évoquais là justement cette autrice qui est aussi un peu engagée. C'est qui tes inspirations? Enfin, c'est quoi qui t'inspire en fait au quotidien? Alors en fait, j'ai pas vraiment des auteurs ou autrices, c'est surtout des œuvres. Donc par exemple, en général, je connais une œuvre des auteurs, mais pas vraiment les auteurs en eux-mêmes. Ce qui m'a beaucoup inspirée pour entremêler, ça a été Women World, où en fait, voilà, c'est l'histoire de les hommes ont disparu de la Terre, les femmes se retrouvent entre elles, et qu'est-ce qui se passe? Et bon, ça m'a inspirée pour l'histoire, mais en fait, surtout pour les dessins, la manière de dessiner, parce que c'est très visuel, c'est très mouvementé, donc je me suis inspirée de ça, notamment pour le format aussi, parce que je crois qu'elle a commencé sur Instagram, donc sur le format Instagram. Et je me suis beaucoup inspirée d'une bande dessinée qui est pas très politisée, c'est Les Nombrils. Et c'est pas politisé, et pourtant c'est très très bien, enfin, moi j'aime beaucoup. Et voilà, c'est vraiment la preuve aussi qu'on peut faire des choses qui soient pas avec un engagement politique, mais qui soient en fait vraiment de qualité. Donc je me suis beaucoup inspirée, pareil, pour les dessins, pour les couleurs, pour la manière de raconter une histoire aussi. Ouais, en particulier. Et aussi beaucoup Un été d'enfer et Le fantôme d'Anya. Alors là, c'est la même autrice, je sais plus son nom. Et je trouve qu'elle raconte vraiment de très bonnes histoires, elle aussi. Et c'est vraiment la manière de découper, de raconter. Voilà, ça c'était mes principales sources d'inspiration. Oui, sur les sujets plus précisément du livre, parce qu'on parle beaucoup en fait, depuis tout à l'heure d'engagement, de militantisme. Toi, c'est quoi les sujets qui te parlent et sur lesquels tu agis? L'antiracisme et le féminisme. Ouais. Je suis concernée, mais aussi, oui, c'est des sujets qui m'intéressent beaucoup parce que c'est des constructions et historiquement, c'est très riche en fait. Et c'est ça que je voulais aborder dans les podcasts et dans mon mémoire, c'est que les mécanismes de discrimination, bon, déjà, ils sont un peu sans fin pour essayer de comprendre la manière dont on va raciser ou dont on va être racisé, les différentes manières de discriminer en fonction d'une racisation réelle ou supposée. Enfin, c'est des sujets qui m'intéressent beaucoup parce que je trouve qu'ils sont quotidiens aussi. Et ils s'ancrent en fait historiquement dans une histoire très très large et bon, triste, mais voilà, très, très présente encore de nos jours. Donc ça, voilà, le féminisme, l'antiracisme, c'est des sujets qui m'intéressent beaucoup. L'écologie aussi, et c'est pour ça que dans le livre, toutes ces causes, elles sont entremêlées. En fait, c'est que chaque personne... Voilà, c'est ça. Chaque personnage, en fait, va avoir sa propre cause qu'il va défendre, et on va entremêler tout ça. Et voilà, c'est pour traiter d'intersectionnalité, en fait, et quand on est à l'intersection de plusieurs combats, ou quand des personnes défendent, par exemple, que l'écologie, mais pas l'antiracisme, ou quand quelqu'un va être à fond antiraciste, mais pas du tout féministe, moi, ça me pose problème. Donc j'essaye de rallier un peu, de mutualiser les causes, en fait. Tu disais que justement c'était très construit, etc. Et moi je vois vraiment le lien avec la fiction aussi. Enfin, c'est les récits qui structurent la société. Ouais, on comprend que toi qui sois super intéressée par les fictions, par le fait de raconter des histoires, forcément tu te sens concernée en fait par quelles histoires on se raconte dans cette société. Bah oui, quelles histoires on se raconte, puis qui les raconte aussi. Qui les raconte, ouais. Ouais, et qui on oublie aussi au passage. Et maintenant, là, on est dans une phase où on re-raconte les mêmes histoires, mais on dit à ces femmes oubliées de tel endroit, de telle période, on va re-raconter les mêmes histoires en rajoutant des nouveaux personnages, en fait, personnages historiques ou réels qui étaient déjà là. Donc oui, moi je trouve ça vraiment passionnant parce que, en fait, la même histoire, elle pourrait être racontée 30 fois, mais si c'est 30 personnes différentes, ça va pas du tout être la même chose. Et c'est ce qu'on voit encore dans les ateliers, c'est que le même dessin, le même personnage, va pas avoir la même fiche de personnage. Donc je trouve ça vraiment passionnant de voir que, voilà, juste à 30 cerveaux, par exemple, c'est 30 histoires différentes. Quelle part de toi, en fait, tu mets dans ton travail? Je pense, comme beaucoup d'artistes, beaucoup de sa propre sensibilité, parce que c'est ça qui nourrit, en fait. Ouais. Puis, je pense aussi que la sensibilité, l'empathie, c'est ce qui pousse aussi au militantisme, parce que quand on a de l'empathie, on se dit c'est pas normal, on peut pas laisser faire. Dans Entremêlés, il y a beaucoup d'anecdotes de mes proches ou que j'ai vécues aussi. Et en fait, chaque personnage, c'est un peu des mélanges entre, par exemple, ma personnalité, la personnalité de mon frère, des histoires de ma mère, de mon père, de différentes personnes autour de moi, de mes amis. Donc en fait, il y a beaucoup
d'anecdotes qu'on va dire personnelles, entre guillemets, mais qui en fait sont universelles parce que le fait d'être fouillé à l'entrée de la fac, bah moi je vais dire oui, c'est une anecdote personnelle, mais non, parce qu'en fait c'est vécu par plein de gens. Et ça aussi, ça m'intéressait de me dire, mais c'est quelque chose que je vis, donc c'est une anecdote personnelle, mais en fait non, elle n'est pas personnelle, elle est enfin, commune à plein de gens. Et donc dans ce livre, je voulais vraiment essayer de montrer aussi à d'autres gens, mais oui, mais ça arrive aussi, ou le fait de vouloir être super féministe, mais de pas avoir la bonne réponse au bon moment quand on se fait embêter, ou vouloir être écolo, mais qu'est-ce que ça ferait du bien de prendre un bain, enfin, on a l'impression que c'est personnel, mais en fait, je pense qu'on a un peu tous les mêmes contradictions, et on se débat tous avec ces contradictions, et je voulais vraiment voilà, montrer que ces contradictions, elles existent, c'est normal qu'elles existent, parce qu'on n'est pas parfait, et qu'on va essayer ensemble, en fait, voilà, de s'améliorer, et puis d'être tolérant envers soi-même aussi, quoi. Ouais, t'étais pas dans une posture de j'impose mon savoir, j'impose mes idées, mais plus dans un truc de ouais, moi aussi, bah, je travaille comme vous, enfin, je suis en questionnement. Je pense que t'aurais pu l'appeler imparfait aussi, imparfaite. Ouais. Mais voilà mon truc, imparfait, c'est... point. Exactement. Ouais. Et quelle place tu penses que l'art ça occupe dans la construction, dans la formation d'individus? Toi, par exemple, quelle place ça a occupé pour toi et quelle place tu considères que l'art ça... Est-ce que vraiment en fait l'art ça change quelque chose? Oui, moi je pense. Après, bon, bah, forcément, c'est... Ouais. je suis artiste donc forcément. Mais si, je pense parce que quand on dit l'art, on pense souvent voilà, aux œuvres qui sont exposées dans les musées ou à de l'art légitime. Mais en fait, il y a plein de choses qui sont des formes d'art. Les dessins animés, par exemple, qui passent à la télé, je trouve que c'est une forme d'art qui est incroyable et qui participe beaucoup à la construction. Et donc, je pense par exemple aux Simpsons, qui sont vus par plein de gens. Les Simpsons, ça m'a appris tellement de choses culturellement, en fait, que moi, ça a beaucoup participé à comprendre, en fait, des références, parce qu'il y avait plein de références de situations historiques ou des références artistiques, et c'est grâce à ça. Et donc ça fait pas toujours bien vu de dire ah oui mais moi je connais ça parce que je l'ai vu dans les Simpsons, vaut mieux dire je l'ai vu au musée. Mais en fait je pense que l'art à plein de niveaux il participe à la construction des individus. Et c'est pour ça que c'est important d'essayer de différencier aussi, d'essayer de se diversifier, de faire des romans, de faire des bandes dessinées, de faire des ateliers, de faire des expositions, de faire de la musique, enfin, d'essayer de voilà d'attaquer un peu de tous les fronts parce que chacun se nourrit comme il peut avec ce qu'il a en fonction de ses moyens et de sa situation. Et je pense que même si on s'en rend pas compte, l'art est quand même partout. Et même juste quand on prend le tram et qu'on voit les tags par exemple, ou les inscriptions qu'ils font sur les grands bâtiments, enfin, ouais, les fresques ou quoi, je pense que en fait, l'art est quand même partout et même si on s'en rend pas compte, c'est... Ouais, c'est vrai qu'on a tendance à un peu considérer qu'il y a un art légitime et puis à côté c'est juste des formes un peu esthétiques, un peu... C'est comme la différence qu'on fait entre les différentes cultures. Il y a la culture et il y a les cultures populaires, les arts populaires. Ouais, carrément. Et en fait, tout ça, ça participe de la même chose. Mais même, je trouve que sur Instagram, on a plein de formes d'art. Alors forcément, des gens qui se filment en train de peindre, etc. Mais par exemple, juste les différentes photos qui vont s'accumuler, je trouve qu'il y a une forme très artistique dedans. On va toujours essayer d'avoir de la couleur ou de la photographie. Enfin, en fait, ouais, je pense que l'art, il est vraiment partout. Et effectivement, c'est dommage de le cantonner seulement à l'art légitime dans les musées ou au programme scolaire, parce que on a partout, en fait. Ouais. Tu parles du programme scolaire. Tu penses que... Enfin, qu'est-ce que tu penses un peu de la manière dont on enseigne l'art à l'école? Alors, moi, je suis plus à l'école. Donc, mais à l'époque où j'y étais, c'était des arts plastiques. Et peut-être en tout cas, moi, ce qui m'a manqué, c'était le mélange entre... Enfin, en tout cas, l'équilibre entre la théorie et la pratique. Et j'ai l'impression d'avoir fait plus de pratique, de découpage, de coloriage, de création, ce qui est super, et de pas m'être assez nourrie en fait de théorie et ce qui est venu après plus tard à l'université. Et pareil, c'est pour ça que dans mon projet de master, je voulais à la fois faire de la théorie, donc un mémoire, et faire de la pratique, une bande dessinée. Donc après, je pourrais pas dire si l'art est bien ou mal enseigné, mais je pense que ce qui est important, c'est de garder un équilibre aussi, de se nourrir pour pouvoir après recréer aussi, pour après nourrir d'autres personnes artistiquement et faire des chaînes d'inspiration en fait. Ouais, je pense aussi. Mais en fait, ouais, c'est vrai quand je pense à la théorie qu'on apprend, c'est surtout
c'est surtout en littérature, par exemple. On apprend beaucoup de théorie en littérature. Ouais. Et en fait, même dans les autres matières, en fait, C'est vrai qu'en tout ce qui va être cours de français, cours de littérature, très souvent, et je suis pas d'accord avec, mais très souvent ça a une légitimité que n'a pas les cours d'art plastique en fait. Ouais. Et je pense que c'est pour ça aussi où on va vraiment être dans la théorie, et c'est bien parce que je pense que ça nourrit la pratique. Et inversement, peut-être quand dans les cours de littérature et de français, il faudrait faire peut-être plus d'ateliers d'écriture, même si j'ai l'impression que ça vient de plus en plus. Mais ouais, je pense qu'en général, il vaut mieux équilibrer parce que si on veut tout le temps créer mais qu'on ne sait pas comment font les autres, on va soit se rouler dans des clichés, soit faire des choses voilà, pas très originales, pas super, ou enfin voilà. Et inversement, si on fait que de la. Enfin, je pense que les deux sont hyper importants pour créer en fait. Ouais. Et puis aussi, en plus, c'est une question de qui on nous montre, qui on nous enseigne. Mm. En français, souvent, c'est des grands auteurs du 19e siècle, blancs, quoi, et masculins. Et puis en art plastique, c'est souvent aussi toujours un peu les mêmes choses. Alors, je pense que j'exagère parce que je me souviens aussi en art plastique, on étudie pas mal tout ce qui est même BD, des choses comme ça. Il y a un peu déjà dans cette culture-là, mais oui, la question de l'enseignement de l'art plastique, c'est aussi qui on nous enseigne, qui est représenté aussi, quel type d'art est légitimé, tout ça. Et puis je pense aux professeurs qui enseignent, voilà, par quoi il est intéressé aussi, parce que c'est compliqué d'enseigner l'art plastique quand par exemple on aime que la peinture ou quand on aime que je sais pas, les performances. Enfin, je serais pas forcément capable moi d'enseigner et la peinture et la sculpture et ci et ça. Enfin, c'est très compliqué. Et je pense que c'est pareil en littérature. Quand on aime lire, on aime rarement lire tous les styles en fait. Des fois on aime les polars, des fois la romance, etc. Et c'est aussi, je pense, une responsabilité qui doit pas être simple de faire découvrir tout l'éventail en fait de la littérature, tout l'éventail de l'art en fait. Ouais, c'est vrai, on en demande beaucoup quand même à l'école, alors que ça se joue aussi justement dans les espaces que vous créez à IPEC, dans des espaces d'éducation populaire, dans la vie en fait. Mais ici, il y a un tiers-lieu culturel justement. Donc, Et tu fais beaucoup d'autres choses avec IPEC ou là c'est la première fois que tu travailles avec eux? Ouais, c'est mon premier atelier, donc j'espère qu'il y en aura d'autres. Ouais. Et oui, c'est le premier atelier ici et je sais qu'ils organisent beaucoup de choses et je discutais avec l'une des participantes qui, donc personne retraitée, qui me disait qu'elle avait passé une année formidable parce qu'elle avait fait un groupe de rap où elle avait écrit un morceau de rap, elle avait enregistré, donc elle me l'a fait écouter. D'autres personnes qui ont fait des ateliers mémoire, de discussion et d'écriture. Là, un atelier BD, des ateliers peinture, donc c'est vraiment trop bien que des lieux comme ça puissent permettre à des personnes qui sont soit isolées, soit âgées de continuer de créer en fait et de continuer dans de la créativité, de l'échange. Ouais, et aussi rencontrer des gens que tu rencontrerais pas ailleurs. Parce que là, il me semblait que dans cet atelier, c'était un atelier transgénérationnel. Ouais. Et peut-être que tu l'as dit au début, mais je me souviens plus. Il me semblait qu'il y avait aussi un lien qui était fait avec les jeunes. Ouais. En fait, les jeunes, on les a le matin, mais ils sont pas là l'après-midi. Et donc c'est bien parce que ça permet de créer différents espaces aussi dans la journée où voilà, l'après-midi, ça va vraiment être... On fait du dessin et tout, mais on discute aussi, donc comme je disais, des petits enfants autour du café. Le matin, ça va être un petit peu plus de théorie, et je pense que c'est ce qui les intéresse aussi. Donc on fait souvent 1 heure de théorie, puis 1 heure et demie de pratique. Et en fait, on les met tous autour de la même table. Elle va partager, voilà, soit faire par exemple une planche commune où chacun va dessiner une case. Par exemple, raconter l'histoire qu'on vient d'écrire. Donc on essaie de créer du partage et de l'échange entre les générations, donc ici entre les jeunes et les personnes du club de l'âge d'or. Et c'est vraiment sympa parce que ça leur permet aussi de, par exemple, mieux se comprendre. Par exemple, quand on a projeté l'image de Titeuf, tous les jeunes ont dit bah oui, c'est Titeuf. Et les personnes âgées ont dit ah bon, Titeuf. Et inversement, quand on a mis Tintin, les personnes âgées ont dit bah oui, c'est Tintin. C'est là bon, c'est qui Tintin? Enfin, peut-être pas à ce point-là, mais c'est intéressant de voir que la bande dessinée autour en fait du même objet. Il y a quand même des divisions qui se font en fonction des générations et voilà, c'est important d'avoir des lieux où on peut réunir tout le monde et en parler. Et du coup, vous discutez aussi, j'imagine qu'il y a aussi des discussions qui surgissent
Comment les personnes âgées justement réagissent face à... Est-ce qu'il y a des choses qui les questionnent sur les jeunes aujourd'hui? Comment tu sens tout ça? Et justement, le thème de cet atelier, c'était raconter la vie des jeunes. Ouais. Et c'est pour ça qu'on a pris la situation de la fête des voisins, où tout le monde se mélange. Notamment là, ce qui les étonne, c'est le temps de lecture, où on était en train d'en parler pendant l'atelier lecture, mais où elles disent que les jeunes ne lisent plus parce qu'ils sont sur les écrans. Bon voilà, dans les faits, en fait on lit aussi sur les écrans, il y a plein d'applications d'écriture même en fait, je pense aux fanfictions qui en fait existent grâce au téléphone. Donc c'est un support aussi et je pense que des fois quand on n'a pas des personnes pour nous montrer, en fait on comprend pas forcément et ces ateliers ça peut être aussi l'occasion de comprendre que si quelqu'un est sur son téléphone, alors très probablement qu'il peut être en train de s'anesthésier le cerveau, mais peut-être qu'il est aussi en train d'écrire une fanfiction ou de se renseigner sur d'autres choses et voilà, c'est l'occasion aussi peut-être de briser en fait des idées reçues. Et du coup, c'est quoi tes prochains projets? J'aimerais bien écrire une bande dessinée. Enfin, en fait, je l'ai déjà écrite et j'ai envoyé à des éditeurs et éditrices. Ce serait une BD qui traiterait plus de la santé mentale et notamment donc, d'une petite fille qui aurait un fantôme dans sa maison, un fantôme qui s'appelle Tony. Et c'est un fantôme qui ne fait pas peur, mais un fantôme qui a peur. Et c'est un peu la représentation de l'hypersensibilité, des troubles en général, parce qu'on a tous des petits fantômes à côté de nous. Ça peut être les addictions ou la timidité tout simplement. Voilà, je pense qu'on a tous des petits fantômes et qu'on doit apprendre à vivre avec. Et donc c'est vraiment une bande dessinée qui traite de l'apprentissage de sa personnalité, de son tempérament et de vivre en fait en harmonie avec nos petits fantômes. Merci beaucoup Esther. Merci à vous. Merci à vous, auditeurs et auditrices, d'avoir écouté cet épisode de Détour d'été, un podcast produit par Peuple et Culture et réalisé par Laura Safier et Marianne Mabi. Tous les épisodes de la série sont à retrouver sur SoundCloud et Spotify. À bientôt!